promis, vous allez, dans 1 heure, vous saurez tout sur les technologies quantiques. C'est une vraie promesse. On va essayer de rattraper tous les cours de maths qu'on a ratés. Et en moins d'1 heure, je pense que les intervenants, vous savez, ils vont réussir, je pense, ce challenge. En tout cas, c'est un peu la promesse. Mais en attendant, je vais demander à Trang Pham et Tiffaine Bichot, excusez-moi, c'est un exercice de diction, hein, de me rejoindre. Bonjour Tiffaine, bonjour Trang. Oh, oui, on peut applaudir. Bonjour. Trang qui a le mérite de sortir tout juste d'une AG qui s'est plutôt pas mal passée. Comment ça s'est passé, Présidente? Écoutez, je pense que tout va bien. On est en train de compter les votes, mais ça va. Bon, Digital Aquitaine va bien donc. Trang, vous vouliez dire quelques mots en ouverture de ce cours finalement presque magistral? Oui, alors en tant que président de Digital Aquitaine, je suis extrêmement fière d'accueillir les intervenants que vous allez voir dans quelques minutes, parce qu'ils vont essayer de nous éclairer sur un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est véritablement l'avenir, en tout cas j'en suis profondément persuadée, de notre monde numérique. Voilà, Digital Aquitaine, c'est un cluster des professionnels du numérique dans la région. Et aujourd'hui, on perçoit tout ce que les technologies quantiques vont pouvoir apporter dans le secteur du numérique. C'est assez extraordinaire et en même temps difficilement palpable. J'espère comprendre encore mieux à la fin du cours, mais je suis quand même un peu inquiète par ce qu'on s'est dit à l'instant. Oui, il paraît que quand on comprend tout, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà, alors déjà, bon, voilà, on va essayer néanmoins d'avancer dans notre appréhension de cette nouvelle dimension. Et donc, en tant que présidente de Digital Aquitaine, je suis extrêmement fière d'accueillir des intervenants de ce niveau qui vont essayer de nous faire comprendre un petit peu tout ce que ce quantique peut nous apporter. Voilà, je n'irai pas plus loin. Ça fait partie du boulot, de la mission de Digital Aquitaine, que d'aider les entreprises à ouvrir leurs horizons. Et donc, j'en suis extrêmement heureuse. C'est un petit peu tard dans la journée, ça va être chaud, donc j'espère que vous avez pris ce qu'il fallait. C'est peut-être un peu tôt pour l'apéro, mais allez-y. Non, c'est très bien. On est chaud complètement. Tiffaine? Oui, bonjour. Ravie d'être ici, d'accueillir avec Digital Aquitaine et donc le CIRPIN, qui est le syndicat des entrepreneurs du numérique en Nouvelle-Aquitaine, cette conférence. On avait vraiment envie pour nos chefs d'entreprise adhérents d'avoir cette mise en perspective de ce que va être la révolution du quantique pour nos entreprises, de manière qui va arriver de manière très, très tangible pour nous. Aujourd'hui, au sein de Nayaer, on voit l'IA. L'IA et la data sont au cœur de nos préoccupations. Ça, c'est le aujourd'hui. Et puis, il y a le demain qu'on va s'approprier en tant qu'entreprise du numérique, en tant que PME. Et on a besoin d'avoir ces éclairages. C'est pour ça qu'on a ces deux personnes, Eleni Diamanti et Olivier Zrati, qui vont se présenter manifestement par un portrait chinois. Donc, on va les laisser se présenter eux-mêmes. Ce sera beaucoup mieux. Et on est ravis de les accueillir aujourd'hui pour nous offrir cette prospective. Trang, Tiffaine, merci beaucoup. Merci. Trang, je vous voyais approcher votre micro. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, ouvrez bien vos oreilles. Oui, voilà, on va tous ouvrir nos oreilles. Ils vont se présenter, j'ai envie de dire, eux-mêmes à leur façon, mais je vais quand même rappeler que lui, il a été enseignant, d'ailleurs ça nous a été rappelé il y a quelques minutes. C'est un conférencier, c'est un expert des deep tech. Il m'a fallu des mois pour qu'on pense qu'étaient les deep tech, aujourd'hui ça va. Elle est chercheuse, elle est vice-directrice du Centre parisien pour les technologies quantiques. Je présente Olivier Ezrati et Eleni Diamanti. Venez me rejoindre. Une petite mise au point. Ça y est, vous y êtes? Non seulement vous venez me rejoindre, mais moi, je vais laisser la place et je vais aller au premier rang et je vais prendre mon cours. D'accord. Bonjour, tout de suite. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Eleni. Bonsoir Olivier. Vous êtes prêts? Je vais commencer par une petite histoire. J'ai rencontré pour la première fois Eleni en juillet 2018. Elle intervenait dans un événement qui avait lieu en région parisienne qui s'appelait l'Échappée volée.
Elle a réussi à faire tout ce qu'on va faire là en 8 minutes dans cet événement. Comme quoi, parfois, la concision peut fonctionner. Alors là, on a la version longue, en fait. Hein. Et alors, Eleni, elle est, comme son titre l'indique, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est surtout très spécialisée dans ce qu'on appelle les télécommunications quantiques, qui est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et par ailleurs, elle coordonne l'écosystème quantique parisien, qui regroupe plein d'universités, de laboratoires de recherche. Et elle a une autre caractéristique qui se verra dans sa présentation, c'est qu'elle travaille dans le cadre d'un très grand nombre de projets européens, parce que dans le quantique, il y a beaucoup d'Europe, il y a beaucoup besoin de partenariats entre les pays de l'Union européenne, et de ce point de vue-là, elle est exemplaire. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi aujourd'hui de faire cette présentation avec Olivier. On se connaît donc depuis 2018 et depuis, j'ai pu apprécier le dynamisme, l'énergie qu'il apporte dans le domaine des technologies quantiques. C'est vraiment the one and only Olivier Ezrati, donc consultant auteur. Il a écrit, on va voir jusqu'à la fin, un monument de 800 pages récemment dans le domaine des technologies quantiques. C'est quelqu'un qui vraiment dynamitise notre domaine, qui pousse, qui apporte plus loin les chercheurs et les industriels qui sont dans le domaine. Voilà. Alors, on va commencer cette conférence par répondre à une question, à mon avis, vous devez tous vous poser, parce que vous entendez parler de machins quantiques, ordinateurs quantiques, etc., mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est ça veut dire quoi être quantique, Eleni, en pratique? Voilà. Donc, on ne va pas échapper à un peu de physique. C'est plus physique que mathématique. Ça ne va pas être un cours, mais les technologies quantiques amènent les mathématiques, la physique. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi l'informatique, l'électronique. Il y a les matériaux, c'est une tonne de domaines qui se retrouvent. C'est ce qui fait aussi que c'est un domaine extrêmement stimulant. Donc, quand même, quelques notions. On va commencer avec un tout petit peu de physique, en particulier deux notions, les notions de quantification et de la dualité onde-particule. Donc ça, c'est des propriétés de la physique quantique qui sont connues depuis assez longtemps. En fait, juste pour vous rappeler, un petit rappel de physique, quand on parle de quantification, ça veut dire que dans le monde qu'on connaît, en général, les propriétés sont continues. On ne voit pas de discontinuité dans le comportement dans le monde macroscopique. Si on va regarder au niveau des objets, au niveau quantique, on réalise que les propriétés sont discontinues. C'est-à-dire, par exemple, les propriétés comme l'énergie, la fréquence, présentent des niveaux et donc des sauts entre ces niveaux-là s'appelle quantification et c'est vraiment la base de beaucoup de phénomènes qu'on observe dans le monde quantique. Ensuite, il y a bien sûr la dualité onde-particule qui est connue. Les objets quantiques, par exemple les photons en particulier, que je connais particulièrement bien, la lumière, ont des propriétés de ce type. Ils peuvent se comporter à la fois comme des ondes et des particules et ça se retrouve aussi bien sûr aux électrons, aux atomes et donc ça détermine aussi les comportements. C'est quoi la différence justement entre une onde et une particule? En quoi ce comportement est-il différent? On peut vraiment les imaginer pour le coup dans le monde classique comme une onde, comme on se voit se propager une onde par exemple là sur la rivière. Sur la rivière, on jette une particule comme une petite balle qui se comporte si on jouait avec une petite balle. Eh ben, on met ça les deux en même temps et parfois ça nous convient mieux de décrire un phénomène en profitant des propriétés qui font penser à une petite balle de particules et d'autres on les décrit comme des ondes électromagnétiques par exemple. Donc voilà, c'est ça. Et on va voir que c'est des propriétés qui sont connues quand même depuis assez longtemps. On donné lié, c'est Olivier qui va vous parler de ça dans quelques minutes, à ce qu'on va appeler la première génération quantique. Mais en fait, il y a deux autres propriétés qui sont vraiment la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'information quantique. D'accord? Donc ça, c'est des notions de superposition et d'intrication. Donc, qu'est-ce que c'est la superposition? C'est donc lié à cette dimension dilatoire des objets quantiques. Ça veut dire, vous voyez ici les petits signes des 0 et des 1. On va les voir dans 30 secondes un petit peu mieux. N'oubliez pas, ces 0 et 1, ce n'est pas juste des chiffres, il y a un objet physique.
derrière. C'est pour ça qu'on met les petites caractéristiques. Ça, elle appelle la notation de Dirac. Et ça nous permet de nous rappeler que derrière, il y a un objet physique, il y a une fonction d'onde, il y a une description physique de cette particule. Mais on peut aussi l'utiliser mathématiquement, comme vous voyez cet objet-là. Et ça veut dire que ça existe dans des états de superposition. Il me semble qu'Olivier a une belle façon de voir cette superposition. Tu veux dire en cuisine? Oui. Oui, alors c'est la métaphore du mi-cuit au chocolat. D'habitude, on parle du chat Schrödinger, mais j'aime pas brûler les chats ou tuer les chats, donc moi j'ai la métaphore du mi-cuit chocolat. Quand vous voulez cuire un mi-cuit au chocolat, il faut le cuire normalement 9 minutes. Alors on pourrait faire ça avec un cannelé de Bordeaux aussi, hein. Ça marche aussi, je pense. Et au bout de 9 minutes, vous avez normalement un mi-cuit qui est coulant au milieu, mais le problème c'est que vous ne le voyez pas. Et si votre four est trop puissant, votre mi-cuit va être entièrement cuit à l'intérieur. Et en fait, pour voir si le mi-cuit est bien cuit, il faut l'ouvrir en deux. Donc c'est comme ouvrir la boîte qui voit si le chat il est mort ou vivant. Et normalement, vous n'avez rien compris, c'était juste pour se marier. C'est lié au fait qu'en fait, la métaphore de la superposition, elle est liée au fait que très souvent, on essaie de l'expliquer avec l'expérience du chat Schrödinger qui est mort et vivant. Mais c'est une métaphore qui n'a pas de sens, en fait, malgré les 9 lignes d'Erwin Schrödinger de 1935, je crois. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, la notion d'onde, elle s'applique uniquement à des objets nanoscopiques. Elle s'applique uniquement à des photons, des électrons, des atomes, éventuellement des molécules, qui peuvent être superposées grâce à leur comportement ondulatoire. Mais ça ne s'applique pas à un énorme objet comme un chat. Parce qu'un chat, c'est des milliards et des milliards d'atomes, et lui, il n'a pas une fonction d'onde qui permet d'être dans deux états en même temps. Donc voilà pourquoi, parfois, il faut démontrer par l'absurde que ce qui s'applique à l'échelle nanoscopique ne s'applique pas à l'échelle macroscopique des objets qui nous entourent. Ensuite, on a donc l'intrication, un des concepts les plus fondamentaux de l'information quantique et aussi les plus difficiles à comprendre. Récemment, dans le cadre, juste avant la pandémie, il y a eu une conférence et ils ont demandé à plusieurs des participants, indépendamment, la question « Quel est le concept que vous trouvez le plus difficile à expliquer ?» Et on a tous, sans exception, répondu l'intrication. Donc, et les plus faciles, ils nous ont répondu, et on a tous répondu la superposition. Donc, ça vous montre. Donc, l'intrication, c'est vraiment, qu'est-ce que ça... On va aller voir un tout petit peu plus en détail dans 2 minutes. L'intrication, c'est la propriété par laquelle des objets quantiques qui se trouvent à distance sont corrélés, se retrouvent dans un état corrélé, même s'ils ne peuvent pas communiquer. Okay, donc, ils ne sont pas communiqués, ils sont générés de telle façon, et puis on les éloigne, on mesure leurs propriétés, et on trouve qu'ils ont des corrélations, ces états, qui ne peuvent être expliqués que par ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire qu'il y a des effets, qu'il y a des propriétés qui sont intrinsèques dans la façon dont ils sont générés. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde classique. Et ça s'applique à quel genre d'objet, ça, en pratique ? Dans les contours d'objets. Quel genre d'objet peut se comporter comme ça? Tu en lis un à distance et ça modifie l'autre, enfin ça donne le même résultat de l'autre côté. C'est quoi? C'est des photons? C'est des photons, par exemple. Et ça peut s'appliquer à autre chose que des photons ou pas? Moi, je connais plus les photons, effectivement. C'est plus facile aussi à les transmettre sur des longues distances. Exactement. Donc, je vous ai dit, on continue, je vous ai dit que ces deux propriétés, superposition et intrication, sont à la base de l'information quantique. Donc, comment finalement, qu'est-ce que ça veut dire information? Ça veut dire qu'on code l'information dans des propriétés de ces objets quantiques. Donc, on a une unité d'information, exactement comme dans le monde classique, et qu'on appelle les qubits. Donc, ça, c'est l'unité d'information dans le monde quantique. Et vous voyez par cette image qu'avec les qubits, on a accès à un espace d'état plus riche et plus complexe que ce qui est accessible dans le monde classique. Okay? C'est une façon visuelle de voir ça, et c'est à cause de cette superposition, si on considère un seul objet quantique qui peut se trouver donc dans ces états de superposition, vous pouvez imaginer, tandis qu'un bit classique peut prendre des valeurs 0 et 1, ce qu'on utilise dans notre monde de calcul binaire, dans le monde des qubits, il peut prendre tous ces états autour de cette sphère que vous voyez ici. Et si vous aimez un tout petit peu les maths, vous allez peut-être aimer juste cette expression qui décrit ces états-là sur cette sphère. Donc, ces états de superposition, et ces chiffres alpha et bêta sont des nombres complexes qui satisfont cette propriété. Et ça veut dire juste
un petit peu pour des physiciens parmi vous, que si on mesure notre qubit, on va les trouver dans l'état 0 avec alpha carré, dans l'état 1 avec bêta carré, il faut les trouver quelque part, et donc ces deux probabilités s'ajoutent, nous donnent 1. Parce qu'il faut bien les trouver quelque part. C'est comme ça que s'explique cette condition. Alors, il y a une manière aussi d'expliquer le pourquoi de la sphère, parce que la sphère, c'est une représentation mathématique, en gros, avec une latitude et une longitude. Et la raison pour laquelle les mathématiciens du quantique utilisent cette métaphore de la sphère, c'est que ça permet en fait de représenter ce qu'on appelle la phase et l'amplitude de la fonction d'onde de l'objet. On a vu que l'objet quantique, il se manifeste comme une particule ou comme une onde, et quand on manipule l'information, on est plutôt du côté de l'onde. Et c'est quand on fait de la mesure qu'on retrouve plutôt le côté particule. Et donc, quand on manipule des ondes, eh bien, pour comprendre ce que c'est qu'une onde, c'est assez simple de voir qu'une onde, ça a une amplitude. Est-ce qu'elle est haute ou pas haute, comme la hauteur d'un do dans un piano, où vous tapez un peu ou très fort, ça fait un do plus ou moins fort. Et puis la phase, c'est quel est le point de départ de la sinusoïdale. C'est un peu ça l'image qui permet de comprendre cette notion. Et donc on utilise soit une notation avec les coordonnées angulaires, donc longitude, latitude, soit les nombres complexes qui sont là, mais c'est la même chose en fait. Exactement. Et donc, on va, pour finir avec les qubits, donc, sont utilisés dans toutes les applications qu'on va voir après. Donc, notamment, on va faire un petit peu plus les points sur les calculs et les télécommunications, la cryptographie quantique, et c'est basé sur ces codages de l'information dans des qubits. On finit avec les notions physiques, on quand même avec un tout petit peu plus d'informations sur l'intrication qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, les qubits, ça veut dire qu'on code l'information sur un seul objet quantique qui se trouve dans ces états de superposition. On peut coder l'information sur des objets intriqués, comme on dit, et donc ça donne lieu à des corrélations non locales, comme on a expliqué tout à l'heure. Il n'y a vraiment pas d'équivalent dans le monde classique, et aussi tout ça, c'est très très lié à la notion de l'aléa, un aléa qui est inhérent dans le monde quantique et qui n'existe pas dans le monde classique. Et en fait, ça, même des très très grands scientifiques, ils ont eu vraiment un grand mal de réaliser, de comprendre ça. Notamment, il y a le fameux paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen, qui disaient non, c'est qu'on pense que ce sont des corrélations qui semblent non locales et aléatoires, que les résultats, quand on éloigne ces objets intriqués, sont aléatoires. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il doit y avoir quelque chose de variable qu'on ne connaît pas, et donc que cet aléa, c'est juste fictif, que c'est là parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et c'est normal qu'ils disaient ça à l'époque, parce qu'à l'époque, on savait que dans la physique classique, il y avait quelques processus qui semblaient aléatoires, mais juste parce qu'on avait de l'ignorance, on n'avait pas tout compris. Mais si on pouvait écrire les équations qui décrivaient tous les comportements, des dynamiques de ces systèmes, on pourrait expliquer parfaitement tous les processus. Et donc, ce n'est pas le cas en physique quantique, il y a de vrais aléas. On peut donc envoyer des états quantiques à des traits intriqués dans de très longues distances. On fait des mesures et on voit des corrélations qui ne peuvent pas être expliquées par un monde local. Et ça a été démontré. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc ça, il y a un test Bell qui a démontré pour la première fois que c'était possible de voir ça en pratique. Et c'est un Français, Alain Aspect, qui a montré ça pour la première fois expérimentalement en 1982 à l'Institut d'optique. Donc c'est vraiment super. Et donc cette ressource, l'intrication, est utilisée pour accélérer les calculs. C'est vraiment la base de l'avantage quantique, à la fois pour l'accélération des calculs qu'on voit dans les ordinateurs quantiques, mais aussi pour les communications, la cryptographie quantique, mon domaine plus spécifiquement, où la présence d'intrication, ça nous permet de faire moins d'hypothèses sur la fiabilité des utilisateurs d'un réseau de cryptographie quantique. Donc là, bienvenue dans le monde quantique, à savoir que nous avons trois grands domaines technologiques qui s'appuient sur un truc qu'on ne comprend pas, en fait en pratique. On ne sait pas expliquer réellement pourquoi il y a cette corrélation d'états. En plus, c'est sur des états aléatoires, et pourtant, c'est une ressource fondamentale à toutes les industries des technologies quantiques dont on va vous parler maintenant. Alors, il s'avère que les outils que vous avez dans votre poche, votre smartphone, votre montre connectée, votre laptop, votre liaison à ADSL ou fibre optique à la maison, tout ça, c'est déjà quantique. Vous le saviez, ça? Peut-être pas, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, la physique quantique, elle a servi à inventer le transistor, elle a servi à inventer la fibre optique, elle a servi à inventer le GPS, elle a servi à inventer l'IRM, même dans le domaine de l'imagerie médicale. En fait, tous les outils numériques d'aujourd'hui s'appuient sur la physique quantique.
Mais il s'appuie sur la physique quantique, on va dire, du XXe siècle. C'est-à-dire la physique quantique qui traitait de plein d'objets quantiques à la fois, donc plein d'électrons en même temps, plein de photons en même temps. Un laser, ça envoie des milliards de photons à la seconde, à la microseconde. Et ces propriétés-là, elles relevaient essentiellement du contrôle de l'interaction entre la lumière et la matière. Donc, quand on excite avec de la lumière de la matière, ça génère une autre forme de lumière. Même vos écrans de télévision, avec les fameux quantum dots, qui sont proposés par des fournisseurs comme Samsung, ce sont des poudres quantiques qui servent à recevoir une lumière bleue et ils émettent de la lumière verte et de la lumière rouge grâce à des effets quantiques. Tout ça, c'est de la physique quantique. Mais on va dire, c'est un peu la physique quantique de papa, quoi, en fait, en gros, c'est-à-dire celle du XXe siècle. Et on appelle ça, dans le jargon de notre domaine, la première révolution quantique. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est la seconde révolution quantique. C'est une nouvelle génération de technologies, donc qu'on a déjà cité, on recite, c'est l'ordinateur quantique, c'est les télécoms quantiques, la cryptographie quantique et les capteurs quantiques. Alors ces technologies, elles s'appuient sur les deux principes fondamentaux qu'Eleni vient de nous expliquer, qui sont l'intrication et la superposition, qu'on utilise relativement peu dans les technologies classiques aujourd'hui, et un autre point qui relève de l'innovation expérimentale fondamentale qui est arrivée ces dernières décennies, c'est que maintenant, on sait contrôler un seul atome à la fois, on sait générer un seul photon à la fois, et on sait générer un seul électron, on sait même piéger un seul électron dans un semi-conducteur. Ce qu'on ne savait pas faire quand on a inventé les transistors, ou même qu'on ne sait pas faire dans les processeurs qui sont dans vos smartphones, qui pourtant contiennent des milliards de transistors. Donc ça, c'est une nouvelle génération d'innovation qui s'appuie sur des éléments où il y a des fondamentaux mathématiques pas forcément évidents à comprendre, même les fondamentaux physiques ne sont pas toujours explicables, et pourtant, on a toute une industrie qui se développe là-dessus. C'est marrant quand même, hein. C'est ça le principe de la seconde révolution quantique. Alors, je vais vous parler un petit peu des capteurs pour deux raisons. La première, c'est que souvent on les oublie. On va tout de suite parler d'ordinateurs quantiques parce que c'est fascinant d'augmenter la puissance des machines, mais les capteurs quantiques, ça fait partie de l'univers des technologies quantiques. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a des acteurs, aussi bien dans la recherche fondamentale que dans l'entrepreneuriat dans cette région, qui sont dans ce domaine-là. Alors les capteurs quantiques, à quoi servent-ils? Fondamentalement, c'est une nouvelle génération de capteurs qui vont permettre de mesurer avec une très grande précision toutes les données physiques, toutes les grandeurs physiques. Ça peut être la gravité, le magnétisme, la température, des vitesses, des fréquences électromagnétiques. Tout ce qu'on mesure habituellement dans le système international de mesure peut être mesuré avec une nouvelle génération de capteurs qui sont beaucoup plus précis qu'avant. Alors, premier exemple, ce sont des capteurs qui utilisent des matériaux un peu bizarres qui sont à base de diamants, dans lesquels on a généré des impuretés avec de l'azote et on génère des trous dedans, des trous d'atomes dedans. Et grâce à ce truc-là, qui a des propriétés très particulières de détection du magnétisme, eh bien, on est capable de faire de l'imagerie médicale de très haute précision pour analyser ce qui se passe dans le cerveau, pour analyser ce qui se passe dans une cellule, avec une résolution meilleure que ce qu'on fait d'habitude, à l'échelle atomique. Deuxième exemple, vous avez des produits qui apparaissent alors plutôt dans le monde de la défense, mais qui sont capables d'analyser intégralement tout le spectre électromagnétique d'un seul coup. Alors c'est basé sur des atomes froids souvent, ça peut être basé aussi sur des NV centers tels que ceux qu'on vient de voir, et donc vous avez tout un tas de sociétés qui font ça. Et puis le troisième, c'est justement ce qui vient de la région, ce sont ce qu'on appelle des microgravimètres quantiques. Ce sont des systèmes qui sont capables de mesurer les variations de la gravité dans l'espace et dans le temps avec une très grande précision. L'intérêt, c'est que, par exemple, de permettre d'identifier des cavités dans le sous-sol, des nappes phréatiques, voire du pétrole, mais je ne suis pas sûr qu'on cherche beaucoup de pétrole en ce moment, ce n'est pas à la mode. Alors aussi des sous-marins, ça peut servir à trouver des sous-marins nucléaires pour l'armée, donc il y a tout un tas d'usages dans ce domaine-là. Et donc Mucans, qui est une société de Bordeaux, qui est issue de l'IOGS, l'Institut d'optique, il se trouve qu'elle a été acquise récemment par une autre société française qui s'appelle XBlue, dont le siège est, je crois, en région parisienne. Donc voilà le monde des capteurs. Alors, il y a beaucoup de monde dans ce domaine-là. J'aime bien faire des cartes avec plein de logos, et je fais souvent ça. Donc là, vous avez tout un tas de logos de start-up ou de PME ou d'entreprises existantes comme Thales, qui sont en fait des acteurs du monde des capteurs. Et la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur cette notion-là, c'est que les capteurs, c'est des produits qui existent et qui se vendent. Ce n'est pas des produits qu'on est encore en train de mettre au point et qui marcheront dans 10 ou 15 ans, ce qui est un peu le cas de certains types d'ordinateurs quantiques. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les technologies habilitantes, c'est-à-dire ne serait-ce que les fabricants des diamants spécialisés, pour faire ces technologies-là, c'est des métiers en soi. Ça fait partie de l'écosystème des technologies quantiques. Alors maintenant, on va passer au calcul quantique. Tu peux nous dire d'où ça vient, en fait, Oui, Eleni? commençons un petit peu avec l'origine du calcul quantique. Donc, c'est un mathématicien, un physicien qui ont mis les bases du calcul quantique. Donc, Yuri Manin, je crois qu'on le prononce. Et donc, il a mis vraiment les bases, et c'est un nom moins connu
Et pourtant, c'est lui qui a en premier proposé l'idée d'un ordinateur quantique à porte, donc des portes logiques qu'on utilise aujourd'hui, qui est la proposition technologique dominante pour l'ordinateur quantique aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, Richard Feynman, qui est célèbre, et donc Prix qui a Nobel mis, en 65, voilà, exactement, qui a mis les bases du simulateur quantique, et c'est lui qu'on disait justement, qu'il a dit que si vous pensez que vous avez compris la mécanique quantique, vous n'avez rien compris. Donc, c'est Feynman. Et puis ensuite, on passe quelques années après, une décennie après les bases. Et d'ailleurs, c'est exactement dans les années 1980, là on parle du calcul quantique, mais c'est exactement le même moment où la cryptographie quantique aussi, le début de la cryptographie quantique se situe. Et donc, quelques années après, il est venu le temps des algorithmes quantiques. Donc, comment utiliser ces idées de base qui ont été posées par ces scientifiques. Un célèbre algorithme, c'est celui de Peter Shor, qui a été proposé en 1984, qui justement a montré qu'on peut factoriser des grands nombres beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait, que ce qu'on pense faire avec les ordinateurs classiques. C'est qu'on a des effets immédiats et catastrophiques dans le domaine de la cybersécurité. On va revenir dessus après. On va revenir dessus après. Et il y a d'autres algorithmes, on n'a pas pu tout mettre ici, les algorithmes Deutsch, l'algorithme de Grover pour la recherche dans des bases de données, et c'était à peu près à cette période. Ensuite, quelques années, donc assez vite après, on a vu les premiers qubits, donc les premières plateformes expérimentales qui ont été proposées pour mettre vraiment les bases technologiques d'un ordinateur quantique avec des atomes froids, les résonances, comment on dit NMR en français, résonances magnétiques nucléaires, et les supraconducteurs, et qui font partie des technologies aussi aujourd'hui, sauf le NMR qui a été un peu rayé de la carte des qubits crédibles parce qu'on sait que ça ne peut pas augmenter, on ne peut pas augmenter l'échelle. Les atomes froids et les supraconducteurs sont toujours dans la course vers un ordinateur quantique. Et donc maintenant, voilà, quelle est la promesse de l'ordinateur quantique? Alors là, on va passer, il faut bien noter ce qu'on va vous raconter, là on va passer dans l'univers de la promesse. Parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'on va vous dire sur le côté un peu merveilleux du calcul quantique, on ne l'a pas encore. C'est encore en cours de mise au point, parce que c'est très compliqué à mettre au point, et on va essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est compliqué. Alors, la promesse, en fait, c'est de rendre des problèmes mathématiques compliqués à traiter sur des ordinateurs classiques plus simples à traiter sur des ordinateurs quantiques. Alors, la nature de ces problèmes est très particulière. C'est ce qu'en mathématiques, on appelle les problèmes intractables. Ce qu'on appelle un problème intractable, c'est un problème dont le temps de calcul, pour le résoudre, va croître de manière exponentielle, comme la courbe le montre en rouge ici, en fonction de la taille du problème. Alors, il y a un problème classique, c'est ce qu'on appelle le problème du voyageur du commerce, c'est comment on optimise un parcours sur n étapes dans une carte de France. Eh bien, quand vous augmentez n, à chaque fois que vous rajoutez une étape, vous multipliez par 2, en gros, la taille du problème, la complexité mathématique. Et la promesse du calcul quantique, c'est de rendre ce temps plus raisonnable. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il y a la loi de Moore. La loi de Moore, elle a un impact, c'est qu'on sait que même si aujourd'hui elle ne fonctionne pas très bien en termes d'accélération de la puissance des processeurs, son impact c'est de doubler la vitesse des machines à peu près tous les ans et demi, tous les 2 ans, en théorie. Mais l'impact de la loi de Moore sur une exponentielle, c'est juste de la décaler un petit peu. Ça ne transforme pas une exponentielle en une courbe qui est plus plate en termes de temps de calcul. Donc en fait, la loi de Moore n'est pas suffisante pour permettre de traiter des problèmes exponentiels. Et c'est pour ça que le calcul quantique porte ses promesses. C'est que lui, sa promesse, c'est de transformer un temps exponentiel en un temps qui ne le serait pas. Donc ça veut dire ce qu'on appelle un temps polynomial ou un temps linéaire ou un temps logarithmique, c'est-à-dire un temps dont la courbe va croître beaucoup plus lentement en fonction de la taille du problème. Et donc, ce qu'on dit en général, c'est qu'on remplace un temps de calcul qui, dans certains cas, peut dépasser l'âge de l'univers, ce qui, même pour les gens patients, est peut-être un peu trop. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres dans des axes Ah bah oui, de temps en temps, je fais des courbes comme ça où il n'y a pas de valeur. On peut s'amuser à mettre des valeurs précises pour un problème donné, mais c'est un concept général. Et la raison, c'est une très bonne question, parce que la raison pour laquelle il n'y a pas les valeurs, c'est qu'il faudrait prendre un ordinateur quantique particulier avec un problème particulier pour mettre des vrais chiffres. C'est pas général, quoi. La forme du verre, par exemple, dépend de l'algorithme. Des fois, la forme, c'est une droite qui est toute plate. Le temps est le même, quelle que soit la taille du problème. Il y a des cas de figure où c'est une droite qui est en pente. Il y a des cas où c'est un polynôme et qui va croître beaucoup moins vite que l'exponentielle. Il y a des cas où c'est un logarithmique qui va croître très lentement. Donc en fait, ça dépend de la nature des algorithmes. Donc le point clé, c'est ça.
La difficulté, c'est que c'est très dur à faire. C'est-à-dire que c'est très dur de mettre au point des ordinateurs qui font réellement ça. Parce qu'aujourd'hui, on va vous montrer des ordinateurs quantiques qui existent. Il y en a dans le cloud, il y en a chez IBM. Mais pour l'instant, ils s'arrêtent à 1 cm du schéma. C'est-à-dire qu'ils sont capables de traiter des problèmes avec n, on va dire jusqu'à 10, mais ils ne savent pas aller au-delà, parce qu'ils n'ont pas encore assez de puissance. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, partant de cette définition un peu vague de problème exponentiel, à quoi ça correspond dans la vie courante? Ça ne correspond pas aux problèmes mathématiques que vos laptops et vos téléphones traitent tous les jours. Ça ne va pas servir à améliorer la vitesse de votre mail, ça ne va pas accélérer vos débits de Netflix, ça ne va pas changer votre vie numérique classique. Ça ne va même pas changer la vie de ceux qui font de la vidéo, du workflow. La plupart des algorithmes d'IA ne sont pas trop concernés. Donc l'essentiel des outils numériques d'aujourd'hui ne va pas trop être impacté. La conséquence d'ailleurs, c'est que le quantique ne va pas remplacer l'existant, il va plutôt le compléter. Il va rendre traitables des problèmes qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui avec les machines classiques. Et ça concerne un petit nombre de problèmes finalement d'un point de vue pratique. La première catégorie de problèmes, c'est ce qu'on appelle les problèmes d'optimisation. C'est des problèmes où on a des problèmes de combinatoire. Alors les exemples imagés ici, c'est par exemple comment on va installer des antennes 4G ou 5G dans un territoire qui ont des fréquences différentes pour optimiser la couverture de ces antennes. Ça, c'est ce qu'on appelle la résolution du théorème des 4 couleurs, et c'est un problème compliqué mathématiquement, c'est un problème qu'on appelle NP complet, et donc ce type de problème mathématique, il est fait pour un ordinateur quantique. Aujourd'hui, on le traite de manière empirique, et on pourrait le traiter plus efficacement. Il y a le problème du remplissage du sac à dos, qui est un peu équivalent, c'est vous avez plein d'objets de tailles différentes, comment vous remplissez le sac à dos pour qu'il transporte le plus de choses. Ça, vous le faites tous les ans quand vous partez en vacances, quand vous remplissez le coffre avec les objets des enfants, le sac de la belle-mère et tout ça, et ça ne rentre pas, et à un moment donné, vous vous demandez comment faire. Sauf que la voiture, c'est pas très compliqué, vous y mettez 40 objets, mais quand vous avez une usine avec 1500 machines-outils et 1 million de pièces qui sortent tous les jours, et 500 ouvriers, vous avez des problèmes d'optimisation qui, eux, deviennent extrêmement compliqués. Autre cas de figure, c'est comment optimiser le trajet des véhicules. Vous avez Waze aujourd'hui, mais Waze n'optimise pas réellement. Il vous dévie quand il y a des embouteillages, mais il envoie tout le monde au même endroit, ce qui fait qu'il déplace l'embouteillage. Idéalement, il faudrait qu'on minimise le temps de parcours pour tout le monde en même temps. Autre exemple, c'est optimiser un portefeuille financier. Bon, ça c'est moins drôle, au moins ça n'excite pas beaucoup, hein, mais il y a des gens qui veulent minimiser des risques, optimiser des rendements, et ça relève aussi de problèmes d'optimisation. Puis le dernier exemple, qui est un peu aussi un problème de transport, c'est comment optimiser le transport des containers entre Shanghai et Le Havre, et avec toutes les étapes intermédiaires, plus les camions qui les transportent à droite à gauche, c'est des problèmes mathématiques qui sont très compliqués à optimiser. Et vous savez, si jamais, par exemple, CGA-CGM, qui est une entreprise basée à Marseille, pouvait gagner ne serait-ce que 5% dans l'efficacité de sa logistique, les gains seraient énormes, ils dépenseraient moins de gasoil dans leur porte-container, les camions dépenseraient moins de diesel, et ça aurait un impact environnemental indirect. Donc voilà le genre de solution qui peut être intéressante. Deuxième paquet de solutions, et d'ailleurs c'est un collègue d'Eleni qui est un grand spécialiste de ça à Paris, qui s'appelle Yordanis Kerinidis, qui travaille dans la mise en œuvre d'algorithmes quantiques qui servent à exécuter plus efficacement des solutions de machine learning, qui sont un peu le thème de la conférence aujourd'hui, machine learning, deep learning. Ça peut aussi, dans certaines circonstances, pas toutes, être optimisé avec le quantique. Et puis le dernier point, qui est extrêmement passionnant, que je vais détailler dans le slide suivant, c'est la capacité à simuler le fonctionnement de la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est des atomes qui interagissent entre eux dans des molécules ou dans des structures cristallines. Et il y a énormément de problèmes scientifiques à résoudre qui s'appuient sur ce mécanisme-là, qu'aujourd'hui on traite de manière un peu empirique avec des supercalculateurs qui utilisent des modélisations statistiques ou assez élémentaires de ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui détermine la manière dont les atomes sont reliés entre eux. Eh bien, avec le calcul quantique, on va pouvoir en gros exécuter cette fameuse équation de Schrödinger qui détermine le comportement de la matière directement dans l'ordinateur et plus efficacement. Alors, quelques exemples de choses qu'on pourra faire avec. Premier exemple, c'est inventer de nouveaux matériaux. Par exemple, inventer des supraconducteurs plus efficaces, inventer des batteries plus efficaces, inventer des systèmes avec des aimants aussi plus efficaces. Deuxième exemple, c'est la chimie organique hors du monde du vivant. La chimie organique, c'est quand même quelque chose qui est très utilisé dans le monde de l'énergie. On a besoin aussi bien de capturer du CO2, d'optimiser la production d'ammoniac qui coûte très cher en énergie aujourd'hui et qui n'est pas du tout optimale. Tout ça, c'est des problèmes de la chimie et de l'énergie aujourd'hui. Et si on est capable de simuler numériquement ça dans l'ordinateur quantique, on va permettre aux chimistes d'inventer de nouveaux procédés plus rapidement que simplement des expériences en laboratoire. Et puis le dernier point, qui est plus long terme, c'est la capacité à faire la même chose, mais sur de la chimie organique du vivant.
Donc là, c'est carrément simuler des protéines, simuler des interactions entre le virus du Covid et les cellules qui l'attaquent. Aujourd'hui, on le fait avec de l'IA. Ce n'est pas entièrement optimum. Un jour peut-être, et dans un futur plus lointain, on saura le faire avec des machines quantiques. Alors, avec une nuance qui est dans la petite flèche en bleu et blanc en bas, c'est que plus on va vers la droite de ce schéma, plus on aura besoin de qubits, donc d'ordinateurs quantiques plus puissants. Donc aujourd'hui, on commence à rendre faisables les 2 premières colonnes, tout à petite échelle, et la 3e colonne, c'est quand même pour plus tard, à ma connaissance en tout cas. Alors maintenant, Eleni, il faudrait peut-être que tu nous dises comment ça marche tout ce truc-là. C'est quoi le qubit et qu'est-ce qu'on fait avec et comment on bidouille en fait ce fameux qubit. Donc pour qu'un système physique soit en place, en position de devenir un processeur quantique, il faut remplir les critères de Di Vincenzo. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Donc David Di Vincenzo. Il est vivant encore, en plus, il est vivant ce monsieur. Il est vivant ce monsieur. Tout à fait. Il travaille en Allemagne. Il n'est plus à IBM d'ailleurs. Il est maintenant en Allemagne, à l'université de Aachen, près des centres de Jülich. Et donc les critères de Di Vincenzo, on va les voir un par un. Donc d'abord, il faut avoir un système physique avec 2 états. Vous vous rappelez des qubits qu'on vient de voir, des qubits avec des positions, donc des propriétés de ces systèmes physiques qu'on peut utiliser pour définir les 0 et 1. Ça veut dire que ce sont des états orthogonaux, comme on dit en mathématiques, et donc ça veut dire qu'on peut les distinguer parfaitement, les 0 et les 1. Ça peut être dans un atome les niveaux d'énergie, dans un électron c'est les spins, dans les photons des propriétés comme la polarisation qui montrent quelle est la direction. Vous vous rappelez que les photons peuvent être une onde de la position, de la rotation, de la lumière du champ électromagnétique. Donc ça c'est la première, il faut pouvoir définir un qubit. Ensuite, il faut l'initialiser. Et donc, pour ça, il faut de mettre dans un état défini et connu, qui va être le début de notre calcul. Ensuite, il faut pouvoir les mesurer. Donc, les mesures efficaces d'un état du qubit, c'est extrêmement important. Donc, non seulement il faut les préparer dans un état bien défini, mais il faut pouvoir aussi les mesurer avec une grande efficacité et précision. Donc, là, vous voyez les technologies qu'on utilise dans ces exemples de qubits, comme des micro-ondes pour les électrons ou les détecteurs de photons et les polariseurs pour les photons. Ensuite, donc ça c'est les 3. Ensuite, il faut faire des portes logiques. Vous vous rappelez, on a parlé de façon de faire du calcul quantique en se basant sur les portes, qui étaient des débuts du calcul quantique. Et ces portes logiques doivent pouvoir agir soit sur un seul qubit, soit sur 2 qubits. Donc, il faut pouvoir aussi faire des portes conditionnelles, donc faire une action sur un qubit conditionnant à l'état d'un premier. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est un des sujets. Et en général, les portes à un qubit sont simples, les rotations, c'est des façons relativement accessibles à manipuler les qubits, mais faire des opérations conditionnelles, c'est extrêmement difficile dans les objets physiques. Oui, donc ça, c'est les 4 critères. Le 5e, extrêmement important, c'est qu'il faut faire ça de sorte que tout ça reste cohérent pendant plus longtemps que la durée de ces portes logiques. Donc, ça nous permet de faire des calculs. Si notre système perd ses propriétés, ce qui est tout à fait le cas, le problème avec les objets physiques, quand on les manipule au niveau de la particule individuelle, c'est qu'elle est extrêmement fragile. Ce sont des états extrêmement fragiles qui communiquent tout le temps avec leur environnement, et quand ils communiquent avec leur environnement, ils perdent leurs propriétés, ce qu'on appelle la décohérence. Et donc, si ça arrive trop vite, on n'a pas le temps de faire notre opération. C'est la difficulté principale à la construction d'un ordinateur. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend les qubits d'IBM, qui est une des grandes sociétés dans le domaine, eh bien, ils sont stables, cette notion de temps de cohérence, ils sont stables pendant 0,1 milliseconde. C'est pas beaucoup. Hein. Et pendant ce temps-là, on arrive à faire quelques dizaines d'opérations, mais pas beaucoup plus, en fait, hein, pour l'instant. Donc c'est un enjeu de gérer ce système-là. Et c'est là où les gens ont inventé des galipettes techniques assez marrantes pour contourner ce problème-là. Donc c'est un défi majeur. Alors maintenant, explique-nous un peu les mathématiques de plusieurs qubits, parce que c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'on dit un qubit, ok, il est entre 0 et 1, il a plusieurs valeurs, mais quand on met plusieurs côte à côte... Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir beaucoup de qubits? On a vu qu'on a des superpositions pour des seuls qubits, on a vu l'intrication. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir beaucoup de qubits et faire des opérations sur beaucoup de qubits? Donc on va expliquer ça
assez simplement, vous vous rappelez de notre qubit, donc on a déjà vu ça avec l'alpha-bêta, maintenant c'est alpha 1, alpha 2, et donc ça c'est des superpositions des qubits avec des amplitudes complexes, et donc si on met beaucoup de qubits ensemble, essentiellement, qu'est-ce que nous dit la mécanique quantique? On écrit donc des états que vous voyez comme ça, on met beaucoup de petits 0 et d'1 ensemble, ça veut dire qu'on amène nos systèmes physiques ensemble, et on les fait interagir, on les intriquant, et donc dans un qubit, l'information qu'on peut stocker, qu'on peut faire manipuler en parallèle, c'est inclus dans les amplitudes de ces 2 puissance n états superposés. Donc, en fait, vous pouvez imaginer comme si on avait beaucoup de registres quantiques avec des états comme ça, tous les états sont un peu en superposition. Par contre, quand on les mesure, cet état quantique, il faut bien, c'est ce qui nous dit la physique quantique, les mesures va être quand même un résultat classique. Donc, à la fin, on va avoir un bit classique, et ça va être un résultat probabiliste. Donc, il y a une certaine probabilité, comme on a dit tout à l'heure pour les qubits, d'avoir un certain résultat. Et donc, ça provoque parfois un petit peu de confusion dans le domaine, parce qu'ils se disent, OK, donc tous ces états existent en parallèle, mais après, on mesure, on se retrouve quand même avec un seul état classique, et finalement, on aura pu l'avoir aussi dans un monde classique. Et en fait, ça, c'est l'art d'un algorithme quantique. Et je trouve qu'il y a une expression très jolie, une citation très jolie de notre collègue du domaine, Scott Aronson, qui est aux États-Unis, et qui est très connu dans le domaine d'algorithme quantique, et qui le dit joliment. Il dit que ça, on peut imaginer ça comme une chorégraphie qu'on fait en sorte dans un algorithme quantique que ce parallélisme, cette façon d'imaginer, d'avoir tous ces états accessibles, mais pas vraiment parce qu'à la fin on mesure, on n'a qu'un seul résultat. Finalement, un algorithme quantique, l'objectif d'un algorithme quantique, c'est de manipuler avec des portes logiques, de faire en sorte que les chemins qui nous amènent au bon résultat se passent avec une plus grande probabilité que c'est qui nous amène au mauvais résultat, et comme ça on arrive à accélérer, à avoir les résultats qu'on souhaite avec une plus grande probabilité. Il y a une manière de dire, c'est aussi que c'est riche dedans et pauvre dehors. C'est comme ça que je simplifie. C'est-à-dire que quand on fait le calcul, on manipule plein d'informations avec des portes quantiques, et il y a ces états superposés qui sont bidouillés, puis à la fin, quand on mesure, on obtient des bits classiques simples. Et donc, effectivement, le chemin permettant d'aller vers ces bits simples, c'est celui que tu décrivais là. Ouais. Alors maintenant, je vais vous décrire un petit peu à quoi ça ressemble, parce que moi, j'aime bien matérialiser les choses. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, c'est pas très physique. Vous dites, mais à quoi ça ressemble physiquement? Quel est l'objet, quoi? Alors, vous avez peut-être déjà vu des photos sur Internet de ce qu'on appelle les chandeliers, des espèces de trucs en or avec des fils dans tous les sens. En général, vous avez la photo, mais personne n'explique ce qu'il y a dedans. Hein. C'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi il y a plein d'étages. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais je vais vous expliquer déjà vu de loin quelles sont les grandes composantes d'un ordinateur quantique. Alors, le schéma qui va apparaître là, c'est un schéma qui est lié principalement aux ordinateurs quantiques qu'on appelle un supraconducteur, qui sont des ordinateurs qui utilisent en fait des boucles de courant supraconducteurs, dans des petites boucles qui tournent en rond, contrôlées par des micro-ondes avec des courants électriques, etc. Et ça s'est refroidi à très basse température. Néanmoins, le principe général que je vais vous exposer là s'applique aux autres technologies, notamment même les ordinateurs avec des photons, qui ont toujours ces mêmes composantes. Donc en gros, il y a des qubits qui sont mis quelque part dans un endroit qui est isolé. Alors soit le qubit ne bouge pas, c'est ce qu'on appelle des qubits solid state, ils ne bougent pas, ils sont dans un circuit intégré et on les contrôle avec des lasers ou des micro-ondes, ou c'est des atomes. Soit le qubit il bouge comme un photon, il part d'une source, il traverse des appareils optiques, puis il arrive à un endroit où on le mesure. Donc on appelle ça les qubits volants. Mais quand le qubit n'est pas volant, ça ressemble à ça. Donc on a une espèce de cylindre qui fait 1 mètre de haut, 50 cm de large, il y a des étages dedans. C'est très froid en haut et c'est encore plus froid en bas. On descend jusqu'à 15 millikelvin tout en bas. C'est vraiment une température très très froide. C'est plus froid que l'espace intersidéral. Et pour l'obtenir, ce froid, on utilise des pompes cryogéniques qui utilisent en général de l'hélium et qui coûtent cher d'ailleurs. Ils coûtent peut-être des centaines de milliers de dollars et d'euros. Et ensuite, on a beaucoup d'électronique en fait. Il faut savoir que quand on fait du quantique, on fait de l'électronique. Et d'ailleurs, on a besoin d'ingénieurs en électronique, d'ingénieurs en radiofréquence, qui sont des spécialités relativement rares, hein, qu'on trouve plutôt dans les télécoms d'ailleurs. Et ces spécialités, c'est des spécialités qui consistent en fait à créer des micro-ondes ou des pulsations de haute fréquence qui sont envoyées sur les qubits par des câbles pour les contrôler et pour après lire leur état. Et tout ça, c'est toujours contrôlé par un ordinateur classique.
C'est un peu comme un GPU qui est contrôlé par un CPU dans l'IA. Vous prenez un GPU NVIDIA, A100 ou V100, pour ceux qui connaissent, c'est contrôlé par un CPU Intel ou AMD. Le GPU NVIDIA ne marche pas tout seul. Ben là, c'est le même principe. Toute la partie quantique qui est dans la colonne des qubits isolés, via l'électronique de contrôle, elle est pilotée par des logiciels qui exécutent des algorithmes et qui exécutent ensuite des instructions à bas niveau électroniques qui pilotent les qubits. Donc tout ça, c'est vraiment de la physique, en fait. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des grosses expériences de physique et d'électronique et d'informatique cumulées. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir à quoi ça ressemble, notamment chez Google et IBM. D'ailleurs, il y a des boîtes en France qui travaillent sur des sujets équivalents. En fait, c'est des circuits avec une logique. Alors, ce qu'on voit là, on voit des capacités, pour ceux qui font de l'électronique, il y a des inductances, ce qu'on appelle des portes Josephson. C'est de l'électronique, on va dire. C'est des circuits qui sont gravés sur du silicium ou du saphir en général. Et ils sont mis en général sous forme matricielle, avec des qubits qui sont reliés les uns aux autres dans une matrice. Donc, ils sont reliés en général à 4 voisins. Ça, c'est mis dans un circuit qui ressemble à un processeur d'ordinateur, qui fait quelques centimètres carrés. Le processeur de quelques centimètres carrés, il est mis dans une boîte sous vide et avec plein de connecteurs qui sont des connecteurs de câbles coaxiaux. Et ces câbles coaxiaux, ils sont reliés par tous ces... Enfin, les connecteurs qu'on voit là-haut, en haut à droite, ils sont connectés par des câbles et des filtres qui remontent et qui descendent le système pour aller à l'extérieur. Et il y a tout un tas d'électronique de contrôle avec plein de systèmes dont je vous passe les détails. Et ça ressemble à ce bazar avec des fils et des consoles électroniques qui sont dehors de l'ordinateur. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est l'état de l'art d'aujourd'hui. Sachant que ce que je vous montre là, c'est pour une installation d'une 50aine de qubits. Alors, il y a des gens qui vous disent ils vont faire 1 million de qubits. Alors, vous dites OK, 1 million de qubits fois 4 câbles par qubit, ça fait 4 millions de câbles. Chaque câble coûte 3 000 €. Vous dites il y a un problème. Houston, il y a un problème. Donc, la question qui se pose, c'est comment, à partir de ce truc-là, qui est plutôt un objet expérimental, passer à l'échelle avec un plus grand nombre de qubits. Alors, d'un point de vue logique, pour mieux se figurer ce qu'Eleni vous a présenté tout à l'heure sur les critères de Di Vincenzo, il faut comprendre, faire une analogie entre le calcul classique et le calcul quantique. Donc, vous avez une électronique de contrôle qui pilote des qubits via des portes quantiques qui agissent sur des registres quantiques qui contiennent des qubits. Donc la métaphore du calcul classique, c'est que les portes quantiques, ce sont des opérations, l'équivalent de ce qu'on appelle le calcul. Les registres quantiques, ils contiennent des données qui sont manipulées par des opérations. Et quand on utilise une interface de mesure qui regarde si c'est des 0 et des 1, on mesure le résultat. C'est-à-dire qu'on lit la valeur du registre. Et on obtient une valeur probabiliste, comme Eleni l'expliquait. C'est juste une manière d'expliquer comment ça fonctionne d'un point de vue logique. Sachant que, en général, toute cette partie d'écriture et lecture, elle est contrôlée dans un chipset, qui est dans le circuit qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, l'ensemble en bleu est dans cette partie qui est réfrigérée. Donc, il y a une partie qui est à température ambiante, une partie qui est réfrigérée. Alors maintenant, je vais vous exposer, c'est la partie la plus technique de la conférence, c'est qu'on a un énorme problème à gérer, c'est que ces qubits ne sont pas parfaits, ils font du bruit, ils ont un taux d'erreur qui est de l'ordre de 1%, en moyenne, en gros ça dépend des fournisseurs et des technos, mais à chaque opération, il y a 1% d'erreur. Je ne sais pas ceux qui ont connu le scandale d'Intel en 1994 qui faisait une erreur tous les milliards de calculs dans le calcul flottant. Là, c'est 1% d'erreur à chaque opération. Donc vous faites 10 opérations, vous avez plus de 10% d'erreur à la fin, pour faire simple. Donc c'est inacceptable. Et donc la question, c'est comment on outrepasse ce problème. Et la solution qui a été imaginée par des gens brillantissimes, déjà il y a plus de 20 ans, c'est ce qu'on appelle des codes de correction d'erreur. Les codes de correction d'erreur, c'est finalement une forme de redondance. Ça consiste en fait à mettre des qubits côte à côte, à appliquer dessus des portes quantiques qui font des opérations, pour faire en sorte que, vu de loin, ce groupe d'objets quantiques et ce soit ce qu'on appelle un qubit logique qui est manipulable par le programmeur et qui, de l'extérieur, vu de l'extérieur, a un taux d'erreur qui, lui, est acceptable. On va dire 10 puissance moins 9 ou 10 puissance moins 10 en taux d'erreur. C'est donc ce qu'on appelle les qubits physiques assemblés dans des qubits logiques. Alors, le problème, et c'est un énorme problème, c'est que le ratio de redondance, ce n'est pas juste un bit de parité qu'on rajoute à 8 bits comme dans les télécoms classiques aujourd'hui, c'est que le ratio, c'est entre x30 et x10 000. C'est-à-dire que c'est plutôt 1000 aujourd'hui que 30. C'est-à-dire que pour faire un seul qubit qui marche bien, il faut avoir 1000 qubits physiques. Sachant qu'aujourd'hui, on en a 50 qui marchent, à peu près. Donc, c'est un énorme problème. Et pour y arriver, il faut faire plein de choses. C'est un des plus gros défis d'ingénierie électronique classique et de physique quantique. C'est des enjeux thermodynamiques, c'est des enjeux de câbles, d'électronique de contrôle, de cryogénie. Et donc,
c'est là-dessus que travaillent les grands acteurs du marché. C'est vraiment la priorité pour y arriver. Maintenant, on va passer aux différents types de calculs qui existent, parce que ce serait plus simple si ce n'était pas plus compliqué, mais c'est quand même plus compliqué en vrai. En fait, il y a plusieurs manières de faire du calcul quantique. En fait, les ordinateurs quantiques que vous a présenté tout juste Olivier, c'est lui en particulier qui l'a montré en détail, c'est l'ordinateur de Google qui appartient dans cette catégorie qu'on appelle NISQ. Donc en fait, les ordinateurs quantiques digitaux, et donc ils fonctionnent à qubits à des portes quantiques, donc les modèles dominants d'un ordinateur quantique, mais c'est plus fin que ça. Tout d'abord, plusieurs de ces ordinateurs, ils passent tous par cette phase qu'on appelle NISQ, c'est-à-dire qu'on admet qu'on ne peut pas avoir encore l'implémentation des codes correcteurs d'erreurs quantiques en plein régime, et en plus, il y a la tolérance aux fautes aussi. Donc, non seulement il faut corriger les erreurs, mais il faut aussi être robuste face aux fautes. On ne sait pas faire ça. OK, donc on va aller un peu progressivement, passer par ces montagnes NISQ, ça veut dire sans correction d'erreurs. On va avoir quelques qubits, quelques centaines de qubits, pas des millions de qubits, quelques centaines de qubits un peu bruités quand même, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça, c'est un domaine vraiment extrêmement important, c'est un grand défi du domaine actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines NISQ? Et ça, évidemment, c'est aller dans la direction du LSQC, donc le large scale, la large échelle, qu'on espère qu'il est le Graal d'un ordinateur quantique. Et par exemple, il y a des entreprises comme PsiQuantum qui se basent sur les qubits photoniques, leur technologie, qui disent, nous, on ne va pas passer par la phase NISQ, on va aller direct vers un ordinateur à large échelle. On va voir. C'est un mystère. Voilà. Comment ils vont faire exactement. Donc, on attend. Alors après, il y a quand même un animal un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur analogique quantique. C'est quoi ce machin? L'ordinateur quantique analogique, c'est un petit peu ce qu'on appelle... On a quand même vu ça déjà, c'est des simulateurs quantiques. Vous avez vu ça, donc qui font plus qui analysent des systèmes physiques complexes, qui vont nous aider vers des applications dans l'optimisation, dans les nouveaux matériaux, ce qu'Olivier a présenté. Et donc, notamment, là, il y a Pascal, cette start-up française donc, de Saclay qui se positionne dans ce domaine. On a aussi les recuits quantiques, donc ça, c'est les tout premiers ordinateurs quantiques, des D-Wave notamment, donc ça, il était assez connu parce qu'ils ont annoncé les premiers qu'ils avaient quelques milliers de qubits, mais en fait, ça, c'est des machines qui ne sont pas vraiment d'ordinateurs quantiques universels, c'est qui peuvent faire n'importe quel calcul, ils sont spécialisés dans des tâches assez spécifiques, dans des tâches d'optimisation. Et pour finir, parce que vous allez attendre aussi ça si vous intéresse à ce domaine, il y a les émulateurs quantiques. Donc, il y a un peu de confusion parfois. Parfois, on a l'impression qu'on parle d'ordinateurs quantiques, mais quand vous voyez des émulateurs quantiques, par exemple, c'est d'Atos ou d'Amazon, Alibaba, etc., ce sont des ordinateurs classiques. Ce sont des supercalculateurs qui, en fait, ils ont mis en place la possibilité d'émuler des machines quantiques, des ordinateurs quantiques de plusieurs qubits, par exemple. Je crois que la limite est autour de 50 qubits environ, oui. En gros, en ce moment. Et donc, ils ont été formidables outils de formation, justement, et d'ingénierie, parce que ça permet surtout aux informaticiens d'imaginer, de tester des méthodes, des algorithmes, de vérifier avec ces machines. Mais ce ne sont pas des ordinateurs quantiques. Il faut préciser ça. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de monde dans ce marché, et c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, on a des machines quantiques qui sont dans le cloud, elles existent, mais elles n'ont pas une grande puissance. Aujourd'hui, on a quelques dizaines de qubits. On n'a pas encore une puissance de calcul qui dépasse la puissance des machines classiques. Ce sont des machines expérimentales. Elles sont quand même mises à disposition des utilisateurs, en grande partie sur le cloud aujourd'hui. Et il y a beaucoup de laboratoires de recherche, évidemment. Donc là, vous avez en bas les labos, et ils ne sont pas tous présents dans ce schéma. Et en haut, les acteurs du privé qui mélangent les GAFA. Vous avez Google, Microsoft, vous avez, j'en oublie toujours, il y a Intel, il y a IBM, Amazon, qui a décidé d'y aller aussi il y a un an. Et puis, vous avez aussi beaucoup de startups, plusieurs dizaines de startups dans ce milieu-là. Donc, c'est un domaine où il y a beaucoup de financement, d'ailleurs, en ce moment. C'est encore un domaine exploratoire. C'est un peu comme si vous voulez, vous aviez plein de startups dans l'IA, mais qu'il n'y a rien qui marche, pour faire simple. Les startups qui sont présentes ici, elles font des choses qui marchent. Là, on est dans le cas où on est encore exploratoire. Il y a une grande question qui se pose dans le calcul quantique, c'est est-ce que quand on va avoir des millions de qubits avec tous ces câbles-là, est-ce que ce système-là va être raisonnable du point de vue de la consommation énergétique? Alors c'est un sujet qui n'est pas encore, je dirais, très sérieusement étudié par l'ensemble des chercheurs et des entrepreneurs. Et il se trouve qu'une collègue du CNRS
d'Hélénie qui est basée à Grenoble, Alexia Ofev, eh bien, elle a pris l'initiative de lancer une initiative mondiale pour traiter cette question et pour fédérer les différentes compétences qui sont nécessaires pour traiter cette question. Donc s'assurer que l'ordinateur quantique, quand il va grandir en taille, ne sera pas un gouffre énergétique, et s'assurer aussi que les contraintes énergétiques, notamment de la cryogénie, seront bien prises en compte par les outils électroniques de contrôle des systèmes pour que ça puisse monter en puissance. Et donc elle a lancé un papier qu'elle a publié récemment, dont le titre est là, pour fédérer les ressources et des chercheurs à l'échelle mondiale et des entreprises qui créent des qubits et qui créent des ordinateurs pour réellement que cette question soit prise en compte le plus tôt possible. Et qu'on ne la découvre pas au fil de l'eau, comme on le fait aujourd'hui avec l'IA ou avec les data centers dans le cloud. Et il faut quand même préciser, juste une seconde, Olivier, qu'elle a écrit Alexia technologie quantique. Ce n'est pas donc juste les calculs, c'est aussi toute la filière, toutes les technologies quantiques, y compris les réseaux, la cryptographie quantique, qu'on peut étudier sous l'angle énergétique. Et on a cette possibilité, on a la chance dans ce domaine de pouvoir faire ça en amont, maintenant que la technologie prend son Donc c'est une manière d'intégrer la notion de responsabilité sociale et environnementale de la technologie au moment de sa conception et pas au moment où on la met sur le marché. Donc c'est vraiment une démarche importante, c'est bien, elle vient de la France. Et donc, nous, on est tous les deux dans le fan club d'Alexia qui pousse ça à l'échelle internationale. Alors, une grande question qui va se poser, c'est que ces ordinateurs-là, comment est-ce qu'on les programme? Et on les programme avec des outils mathématiques qui sont quand même un peu différents de l'habitude. On travaille avec des matrices, on travaille avec des nombres complexes, on travaille avec des interférences. C'est vraiment des modèles très, très différents. Et quand on est développeur et quand on commence à découvrir le fonctionnement d'un algorithme quantique, souvent, on est un peu perdu. Et moi, je suis encore perdu, d'ailleurs. Donc, les modèles sont différents. Alors souvent, on programme de deux manières. Première manière, c'est de faire des dessins en mettant des portes quantiques qui relient les qubits entre eux. Et on a des schémas qui ressemblent à ça. C'est très tordu. Il faut 1 heure pour expliquer ce schéma. Mais en gros, c'est des portes quantiques qui agissent sur des fils. Les fils, c'est l'évolution dans le temps des qubits. Dans le fil, on peut mettre des rectangles verts qui permettent de voir le vecteur d'état et les états mathématiques de chacun de ces qubits ou de l'état global de plusieurs qubits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la programmation graphique. Mais il y a une autre méthode qui consiste à utiliser de la programmation scriptée. Et ce que font les développeurs, et là on retrouve un lien de parenté avec l'IA, c'est que les développeurs d'algorithmes quantiques, souvent ils font du Python. Et avec le Python, ils manipulent des bibliothèques de fonctions, comme si vous voulez, si vous faisiez du PyTorch ou du TensorFlow dans le monde de l'IA. Et donc, avec ces bibliothèques, ils accèdent à des fonctions de programmation de l'ordinateur quantique, et à la fin, ils ont des fonctions pour obtenir le résultat. Et c'est quand même très différent. Puis il y a des petits détails, on ne peut pas copier les données, c'est difficile de manipuler les données. Quand on fait le calcul, on obtient un résultat probabiliste, il vaut mieux le faire plusieurs fois et faire la moyenne, c'est un peu nouveau aussi comme méthode. Et puis, il y a du bruit pendant le calcul, et il faut trouver le moyen de contourner le bruit. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est un peu le yin et le yang du quantique. Il y a des avantages qui sont cette puissance exponentielle, mais il y a plein d'inconvénients à traiter. Et donc, l'art de la programmation, c'est de contourner ces inconvénients pour tirer le meilleur bénéfice du calcul sur ces machines-là. Voilà. Je ne sais plus ce qu'on avait après. Oui, la grande question, c'est quand est-ce qu'il arrive l'ordinateur? Tu sais, toi, quand il arrive? Je ne sais pas, alors. Tu ne sais pas? Bon, alors très souvent, on dit quand est-ce que l'ordinateur quantique il arrive, hein. C'est voilà, l'ordinateur puissant. Et alors, l'image d'Épinal, c'est dire on va attendre 2035 et là, il va arriver. Bon, la réalité, c'est que dans le numérique, comme dans le quantique, l'innovation, c'est un processus continu. C'est tous les ans des améliorations. Donc, c'est plutôt un processus qui va ressembler à ça. On a des machines aujourd'hui, IBM, Google, Honeywell, Pascal. IBM vient d'annoncer une machine à 127 qubits qui a l'air pas mal, alors que le record précédent, c'est 65 qubits. Donc, petit à petit, ça s'améliore progressivement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les applications vont arriver petit à petit, d'abord à petite échelle, et puis au fur et à mesure de l'augmentation de la puissance des machines, le périmètre applicatif va grandir, et effectivement, peut-être qu'en 2035, quand le LSQ arrivera, donc l'ordinateur vraiment scalable avec des qubits corrigés, quand ça arrivera, on pourra faire des choses encore plus puissantes, simuler des protéines, peut-être casser les clés d'Internet, mais ce sera trop tard, parce qu'on aura trouvé la parade d'ici là, etc. Donc voilà un petit peu le calendrier approximatif de l'arrivée de ces technologies. Alors il y a une grande question qui est posée, c'est est-ce qu'on aura ça sur son bureau? Il y a des gens qui le promettent. Quantum Brilliant, c'est une start-up australienne qui le promet. Alors moi, j'y crois pas une seconde. Moi non plus. Parce que d'abord, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin de ça pour gérer votre numérique quotidien. Parce que faire du calcul de simulation physique, c'est pas un truc dont tout le monde a besoin. Des calculs d'optimisation, c'est plutôt des problèmes de mutualisation de plusieurs ressources, donc c'est plutôt fait pour le cloud. Néanmoins, il y a des sociétés qui font des machines comme ça. Alors très souvent, c'est des machines qui ont même pas 5 qubits. La société chinoise SpinQ, ils en sont à 5, Quantum Brilliant, ils sont à 5, et on sait que techniquement, ils ne peuvent pas aller au-delà de 10, parce qu'il y a plein de limites physiques sur le type de qubit qu'ils ont choisi. Donc en fait, en pratique, c'est fait pour le cloud.
En pratique, c'est des technologies qui vont être dans le cloud. Elles sont déjà proposées aujourd'hui par les grands opérateurs de cloud, comme vous voyez dans le dessin ici, soit dans la zone en gris pour faire de l'émulation, soit dans la zone en bas pour proposer des ordinateurs réels, physiques, qui sont dans le cloud et qui sont mis à disposition de manière ou gratuite ou payante. Chez IBM, c'est gratuit jusqu'à 15 qubits, chez les autres, c'est payant. Chez Microsoft et Amazon, c'est payant et c'est très cher d'ailleurs. Et on accède à des vraies machines commerciales, mais avec un tout petit nombre de qubits. Donc voilà à quoi ça ressemble. Autre question fondamentale, c'est est-ce que l'ordinateur quantique remplace le supercalculateur? Réponse, non, il se complète. Pourquoi? Parce que, comme le schéma ici l'indique, l'ordinateur quantique, il est fait pour traiter des problèmes très compliqués, mais il n'est pas forcément adapté à traiter des problèmes où il y a beaucoup de données pour l'alimenter. Parce qu'en fait, il est relativement lent, l'ordinateur quantique, pour l'alimenter en données. Donc c'est plutôt du small data, high complexity, et tout ce qui est big data et complexité intermédiaire, c'est plutôt fait par le supercalculateur. Donc en pratique, ils vont se compléter. Et d'ailleurs, la plupart des grandes offres commerciales vont mélanger les deux. C'est-à-dire ce qu'on appelle du calcul hybride, il y aura les deux côte à côte pour proposer des solutions commerciales. Alors maintenant, on va passer à ton sujet de prédilection, Eleni, les télécoms. Les télécoms et la cryptographie, parce qu'on a parlé donc beaucoup des calculs quantiques. Et d'ailleurs, juste pour que ça soit clair, là aussi, à la cryptographie et les réseaux quantiques, ils vont se compléter, il y a une complémentarité avec les technologies classiques. Donc il faut comprendre ça, on va vraiment dans une direction d'hybridisation à la fois pour les calculs et pour les technologies, les télécommunications, les réseaux et la cryptographie. Donc en fait, les calculs quantiques, les algorithmes de Shor qu'on vous a présenté tout à l'heure, et les futurs progrès dans la cryptographie, mais aussi certains sujets qui reviennent tous les temps ces jours-ci dans les domaines de la cybersécurité, comme la résilience, la défense en profondeur, ces sujets qui deviennent vraiment, vraiment cruciaux, comme on a de plus en plus de données très sensibles à sécuriser et sur de plus longues périodes. Donc, il faut renouveler nos méthodes cryptographiques. Et donc, en fait, l'ordinateur quantique nous est venu nous rappeler aussi ça. Ça nous donne encore une raison pour laquelle il faut renouveler les algorithmes cryptographiques, mais il y a aussi d'autres. Mais en fait, ça a sonné un peu l'alarme. Il y a de nouveaux algorithmes, il y a de nouvelles technologies qui vont venir. Qu'est-ce qu'on va faire finalement pour protéger nos communications sécurisées? Donc là, en domaine de cryptographie tout particulièrement, il ne faut pas penser que tout va se casser d'un jour à l'autre quand un ordinateur quantique va venir ou quand un nouvel algorithme. Il y a plusieurs protocoles cryptographiques, notamment il y a les protocoles symétriques ou à clé privée qui sont utilisés dans des cas très spécifiques parce qu'ils ont cette difficulté qu'il faut échanger entre les interlocuteurs qui souhaitent partager une clé secrète pour ensuite utiliser ça pour un échange de messages secrets. Il faut qu'ils aient accès à une clé privée qui eux seuls connaissent. Donc ça, c'est les algorithmes symétriques. Et la complication là, c'est qu'il faut avoir accès à cette clé privée et connue juste des interlocuteurs. Et donc ça, c'est basé sur des algorithmes qui ne sont pas montrés vulnérables face à une attaque par ordinateur quantique. Qui utilise ça d'ailleurs? Qui sont les utilisateurs de cette technologie-là, ce qu'on appelle les clés symétriques? Par exemple, l'AS, c'est l'algorithme le plus connu. D'accord, mais c'est utilisé dans quel contexte? C'est pas pour la carte bleue quand tu achètes sur Internet? Non, c'est justement parce que c'est... pourquoi on l'utilise pour de la défense? Donc plutôt le régalien, comme on dit, les États, les ambassades, les communications les plus sécurisées. Tout à fait, exactement. Parce que ça ne peut pas être vraiment utilisé dans l'Internet, par exemple. C'est beaucoup trop complexe d'avoir à faire ça à chaque utilisation. Et justement, pour contourner ces problèmes de cryptographie symétrique, il y a la cryptographie asymétrique ou à clé publique qui s'est développée. Et ça, c'est les algorithmes qui dominent à l'Internet aujourd'hui et toutes nos transactions. Et c'est ces algorithmes-là qui sont vulnérables face à l'algorithme de Shor et en général par des algorithmes connus d'un ordinateur quantique. Mais l'ordinateur quantique n'existe pas encore. Non, c'est ça. Non, c'est l'ordinateur quantique de dans 15 ans, au meilleur des cas. C'est pour ça quand même que je précise qu'il n'y a pas que l'ordinateur quantique, la raison pour laquelle il faut avancer sur nos méthodes cryptographiques. Il y a aussi les besoins fondamentaux de sécuriser des informations sensibles et sur du plus longue durée qu'avant. Et là, on n'est pas protégé par nos systèmes. Oui, par exemple, on veut protéger une information d'aujourd'hui qui sera interceptée aujourd'hui, mais décryptée dans 20 ans. Oui, c'est ça qui préoccupe pas mal de gens.
Tout à fait. Et donc là, il y a l'idée du Bitcoin. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, alors le Bitcoin, je m'y suis intéressé il y a 3 ans quand j'ai découvert le sujet, et je me suis rendu compte que le Bitcoin et la blockchain étaient potentiellement vulnérables au même titre que les protocoles qui sont cités en haut, tout ce qui est la sécurité classique sur, par exemple, SSH, les emails, les choses comme ça. Eh bien, en fait, dans le Bitcoin et la blockchain, les algorithmes qui sont menacés, c'est les systèmes de chiffrement de signature, qui permettent d'authentifier les différentes parties prenantes d'une blockchain. Alors, ils sont menacés, mais toujours sur le long terme. Ils sont menacés sur un ordinateur quantique, enfin par un ordinateur quantique qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être pas d'ailleurs jamais. Et donc, il y a une menace qui inquiète un petit peu les acteurs de ce marché-là. Et la conséquence de ça, c'est que les acteurs de ce marché-là, ils sont en train d'étudier les solutions alternatives de chiffrement qui vont permettre de se protéger contre ça. Donc, quelle est la réponse de la physique quantique aux menaces sur la cybersécurité? Et plus globalement, ça va plus loin que ça. Comment peut-on avancer vers la communication quantique? Comment peut-on connecter au futur des processeurs quantiques, des capteurs quantiques pour faire des calculs, par exemple, distribués? Donc, le domaine des télécommunications quantiques va bien au-delà juste la cryptographie quantique, l'échange quantique des clés. Donc, on va voir donc évidemment un protocole fondamental et vraiment qui a joué un rôle majeur dans les domaines, c'est la distribution quantique des clés qui répond à ce qu'on vient de dire. Et donc, ça permet des utilisateurs d'échanger une clé privée plus facilement et beaucoup plus, avec une plus grande sécurité que ce qu'on a vu avant. Il y a aussi les générateurs quantiques de clés aléatoires, donc de nombres aléatoires. Donc, ça, c'est les QRNZ. Donc, ça, c'est utilisé à la fois pour la distribution quantique des clés, mais aussi pour beaucoup d'autres domaines. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une vraie aléa dans les corrélations quantiques, et donc ça peut être exploité pour générer des chiffres vraiment aléatoires. Et ensuite, comme on a vu, il y a les télécommunications quantiques, on vient de dire ça va vers un Internet quantique. Et donc, il y a aussi, parce que vous allez peut-être entendre de ça, donc il faut bien avoir ça en tête, en plus de la cryptographie quantique, il y a aussi tout un domaine qui est en train de se développer, et ça, c'est un nouveau champ de mathématiques qui s'appelle cryptographie post-quantique. Donc ça, c'est des algorithmes classiques, des nouveaux algorithmes, pas la factorisation, qui sont là. L'objectif, c'est de protéger, donc d'avoir de nouveaux algorithmes classiques qui sont résilients face à l'algorithme de Shor et en général face aux attaques connues par ordinateur quantique. Donc en fait, le domaine de la cryptographie va, comme j'ai dit tout à l'heure, vers une hybridation des algorithmes post-quantiques et quantiques pour répondre aux défis de la cybersécurité. Un petit peu plus une roadmap, une feuille de route vers des réseaux quantiques, vers un futur Internet quantique. Il faut lire cette image de bas au haut. Vous voyez comment évoluent des réseaux quantiques. Tant qu'on ajoute de plus en plus de technologies avancées, donc on commence avec des répéteurs de confiance. Donc les systèmes de cryptographie quantique, ils sont physiques, ils sont basés sur les codages d'informations dans des photons. Et donc les photons, on les perd dans les fibres optiques. Donc à un moment, ce n'est plus possible, ça ne fonctionne. Il y a cette nouveau défi de la distance qu'on n'a pas avec la cryptographie classique. Et donc, du coup, pour aller sur des longues distances, il faut utiliser des répéteurs. Et donc, telle qu'elle est la technologie aujourd'hui, il faut faire confiance à ces répéteurs. Donc, c'est ça qu'on sait faire aujourd'hui. Ensuite, si on va plus loin, on ajoute l'intrication. Ça nous permet d'avoir accès à des fonctionnalités plus étendues et faire moins d'hypothèses sur la confiance. Ensuite, on peut ajouter des mémoires quantiques, une technologie extrêmement dure où ça nous permet de stocker de l'information, ce qui est indispensable. Si vous pensez, on utilise partout du stockage, donc on aura besoin de mémoire quantique pour les calculs et les mais ça n'existe pas encore, plus ou moins. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Il y a en France les records de l'efficacité quantique du mémoire qui est basé sur des ensembles d'atomes froids, mais il y a toujours un compromis entre l'efficacité, c'est-à-dire quelle est la probabilité que si je mets un qubit, quelle est la probabilité que je vais les récupérer, c'est ça que ça veut dire l'efficacité. Donc on a eu 90%, mais les temps de stockage, il y a un trade-off, un compromis. Les temps de stockage, c'est de quelques microsecondes. Voilà, donc il y a un compromis entre ces deux. Mais la technologie avance. Et puis ensuite, quand on aura accès à des processeurs quantiques, ça nous donnera accès à des fonctionnalités de plus en plus avancées aussi.
Voilà un peu les descriptions des bases d'un système de cryptographie quantique, d'échange des clés. Dans notre domaine, on adore parler d'Alice et de Bob comme les deux interlocuteurs. Et puis, il y a aussi l'espion qui s'appelle Eve, du mot anglais eavesdropping, quelqu'un qui écoute une communication. Et donc, une espionne, donc. Et donc, Alice et Bob se connectaient par un canal quantique. Ça peut être une fibre optique, ça peut être un lien satellitaire. Ils sont aussi liés avec un canal classique qui doit être authentifié. Et la mécanique quantique nous dit que peu importe que toute information que l'espion essaiera d'obtenir en attaquant ce canal quantique, ça amènera à des erreurs et Alice et Bob pourront analyser ces erreurs et extraire leurs clés secrètes. Donc c'est quand même, et même si l'espion a accès à un ordinateur quantique. Donc c'est très très puissant comme protocole. Où on en est, c'est dans la vraie vie, c'est décidément la Chine qui a l'avantage, qui a une longueur d'avance dans ce domaine. Ils ont beaucoup investi dans ce domaine ces dernières années. C'est le plus grand réseau de télécommunications quantiques du monde qui relie Pékin, Beijing et Shanghai avec une backbone de 2000 km, avec un nombre impressionnant de nœuds intermédiaires. Et ils ont aussi un satellite, donc qui est le premier satellite du monde qui est aussi équipé par des technologies quantiques, une source de photons intriqués, des systèmes cryptographiques, des détecteurs de photons uniques. Donc, c'est sûr que c'est assez impressionnant et c'est vrai que ça stimule aussi le reste de la planète, mais on est quand même actif en Europe aussi. Olivier a mentionné gentiment au tout début que je suis très impliquée dans des projets européens. En effet, donc ça, on a beaucoup d'efforts sur... donc, il y a le projet OpenQKD, il y a un grand effort en Europe vers une infrastructure de communication quantique européenne avec des cas d'usage dans plusieurs grandes villes européennes, en France et notamment Nice et Paris. Pour l'instant, mais ça peut aussi s'étendre très facilement dans d'autres villes. Satellite aussi, on n'a pas encore un satellite quantique européen. Il y a plusieurs travaux qui se passent en parallèle. Je pense qu'on verra les premiers satellites quantiques dans 2 ans. Plus ou moins. C'est en préparation par l'Agence spatiale européenne. Il y a des CubeSats, des nanosatellites, toutes sortes de satellites qui se préparent. Ça ne va pas tarder. On fait aussi des analyses. On sait maintenant analyser très bien et ça implique beaucoup de domaines de l'optique. On travaille par exemple avec l'ONERA pour analyser quel est le rôle de l'optique adaptative dans ces systèmes-là. Et je sais qu'à Bordeaux, il y a particulièrement une bonne communauté photonique, optique, etc. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Donc là, il y a ces liens satellitaires entre satellites et les stations optiques sol, station sol optique, il y a beaucoup de travail. On a bien maintenant étudié ces canaux atmosphériques. On sait faire en sorte qu'on peut générer des clés secrètes ou faire des protocoles de communication malgré les perturbations qui sont dues à ces schémas. Il y a un truc qu'il faudrait quand même préciser, je pense, pour l'audience, c'est que ces communications dites quantiques, ce ne sont pas celles qui transmettent l'information. Oui, ça c'est pour... C'est important. Donc, elle passe par où l'information elle-même, qui est chiffrée? Là, on parle pour la distribution quantique des clés, tu as absolument raison, mais il y a d'autres protocoles que malheureusement on n'aura pas le temps. La clé qui est générée par la distribution de clés, elle est générée quantiquement. Et puis après, la donnée que l'on chiffre, elle circule sur un canal normal. Bien sûr. Par exemple, le satellite, il sert à créer une clé qui est partagée entre 2 lieux distants, mais la donnée elle peut passer par la liaison terrestre éventuellement. Tout à fait. Mais on a quand même besoin d'un canal optique entre les satellites et les sols. Là. Donc s'il y a des nuages, ça ne marche pas. C'est embêtant. C'est embêtant. Et c'est pour ça qu'il faut accumuler les... Mais il y a quand même une tendance dans toute l'industrie aérospatiale maintenant et satellites de passer vers l'optique parce que ça offre une plus grande bande passante et ça permet aussi de faire des communications dans la lumière du jour. Pas seulement la nuit. Donc les satellites chinois, ils fonctionnent que la nuit. Par exemple. C'est embêtant. Parce que ce n'est pas dans la bonne longueur d'onde. Enfin bref, donc c'est un sujet assez complexe, technique, mais c'est très intéressant. Voilà, cas d'usage qui sont étudiés dans tous ces grands réseaux dont je vous ai parlé. Ça va des data centers, c'est un domaine particulièrement étudié pour la connexion sécurisée entre data centers. Dans le domaine de la finance, avec la sécurisation encore des connexions, communication gouvernementale, ces projets ROQCI dont vous avez mentionné, une des applications majeures, c'est dans le public, c'est-à-dire
dire à des instances gouvernementales comment ils peuvent échanger des communications sécurisées. Les opérateurs télécoms sont très, très intéressés par la question, y compris Orange ici, les domaines de la santé avec les transferts des fichiers médicaux et les infrastructures critiques. Et à terme, évidemment, relier les processeurs quantiques. Donc voilà, on va résumer un peu. On vous a présenté plein de technologies. Oui. Et derrière, il y avait toujours des qubits, en fait. Il y avait des qubits à base d'électrons, d'atomes ou de photons. Et il y a beaucoup de labos qui travaillent là-dessus. Et une question qu'on s'est posée, c'est finalement de dire quel qubit est le meilleur. On me demande toujours quel va être le qubit qui va gagner la conquête de l'ordinateur quantique. Ben, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que beaucoup de types de qubits ont plusieurs usages et qui sont assez différenciés. Typiquement, les photons, ils pourraient servir à faire du calcul. Et ils vont pouvoir servir à faire même des capteurs quantiques très sophistiqués, et ils vont servir aux communications et au partage de clés quantiques. A contrario, par exemple, les qubits à base de silicium, ils sont vraiment plutôt faits pour du calcul, mais pas forcément pour des communications. C'est vraiment le calcul uniquement. Un autre exemple qui est intéressant, ce sont les atomes froids qu'on piège dans le vide et qu'on contrôle avec des lasers. Ben, eux, ils vont servir à faire du calcul, ils vont servir à faire de la simulation quantique, qui est une autre méthode de calcul, ils vont servir à faire de la mémoire quantique, et potentiellement, ils vont aussi servir aux capteurs, comme on l'a vu avec Mucans, start-up bordelaise. Donc, en fait, il y a vraiment une différenciation assez claire. Il n'y a pas deux types de qubits qui ont vraiment le même spectre d'usage. Donc, ça permet, en gros, d'être œcuménique. Hein. Oui, exactement. Voilà. Alors, il y a un autre effet important dans le domaine des technologies quantiques, c'est que quand on avance dans les technologies quantiques, ça crée un effet d'entraînement sur d'autres technologies qui, elles, ne sont pas forcément quantiques. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé d'électronique, de cryogénie. Ça, c'est de la technologie classique. Et donc, notamment en France, parce que tous les logos que vous avez là, c'est des boîtes françaises, ce sont des boîtes qui créent ces technologies qui servent pour mettre en œuvre l'ordinateur quantique ou les télécoms quantiques ou les capteurs quantiques, mais qui peuvent servir à d'autres domaines. Donc, typiquement, Radial, qui est un spécialiste de la connectique, il travaille sur la connectique très isolée magnétiquement pour équiper des ordinateurs quantiques. Ils sont par exemple fournisseurs de D-Wave et d'IBM. Bon, oui. On ne sait pas trop ça. Vous avez le CEA qui travaille sur de la cryoélectronique, c'est de l'électronique qui marche à basse température. Vous avez Air Liquide et quelques autres sociétés qui travaillent sur des cryostats, c'est-à-dire des systèmes qui refroidissent avec de l'hélium ou de l'azote à très basse température les systèmes. Et puis en bas, vous avez tout un tas de gens qui font des lasers en quantité, des sources de photons en quantité. Et vous avez des sociétés qui fabriquent des machines-outils qui servent à fabriquer des semi-conducteurs pour des technologies quantiques, comme Placis Bestech qui est en région parisienne, et Orano, qui est bien connu pour le retraitement des matières nucléaires, qui lui fabrique des isotopes dont on a besoin, des isotopes rares dont on a besoin pour faire tous ces ordinateurs et tous ces outils de télécom quantique. Donc cet effet d'entraînement est très important. Alors évidemment, une question que vous allez vous poser, c'est comment on se forme? Hélénie, voilà, comment fait-on? On va quand même vers la fin de notre conférence, et donc c'est extrêmement important de savoir, si ça vous intéresse, de se former. Donc en termes des universités, tous les centres, les écosystèmes, comme on dit, académiques en France, y compris à Paris, à Saclay, à Grenoble, dans la région ici, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, il ne faut pas que j'oublie, à Nice, à Strasbourg. Et il y a des vrais programmes, donc on peut se former. Je note ici à Saclay, par exemple, il y a le programme Artec. À Sorbonne Université, nous en France, à Paris, on a fondé un nouveau master, justement, une formation quantique récemment. Et il y a tous ces programmes dans les grands centres universitaires. Il faut aussi noter qu'il y a la formation continue n'est pas encore très avancé, mais ça commence à prendre de plus en plus des formes d'importance. Et donc là, on est à une phase où je pense qu'on peut trouver quand même en général des formations de très très bonne qualité dans ce domaine. Et avec ça, on va conclure. Je vous invite à regarder, à lire les livres d'Olivier, qui est une mine d'informations dans les domaines, pas seulement sur la science, mais aussi sur tout l'écosystème. On ne lit pas tout d'un coup, on lit un petit morceau. Hein. Oui. Ouais, effectivement, 800 pages, c'est costaud. En fait, ça se lit au petit déjeuner ou en se couchant. C'est un très bon somnifère aussi. Et non, mais en fait, c'est un peu comme une Bible. Hein. Tu lis pas tous les versets en même temps. C'est clair. Tu vas lire les parties, si tu t'intéresses sur le calcul, les capteurs, l'écosystème, les questions d'éthique, je les traite aussi, l'énergie, j'en parle. Et il y a les podcasts aussi. Hein. Il y a les podcasts avec Fanny Bouton aussi, il y a les Decode avec plein de spécialistes. Il y a maintenant, oui, il y a une base documentaire énorme. Ouais. Et puis, il y a de la matière. Il y a de la matière, hein. Oui, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Alors maintenant, on va faire un QCM pour voir si vous avez tout compris. Alors, Hélénie, Olivier, alors, vous avez répondu à des questions qu'on ne vous avait pas posées.
Ah bon Non, et qu'on aurait aimé vous poser, mais alors du coup, on n'a plus besoin d'échanger. Mais J'ai si, peur qu'on mais se, si. j'ai peur qu'on se retrouve enfermé dans le H14. Non, 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 on a un non, petit non. peu grignoté notre temps. On a un peu, j'avais prévenu. hein, ouais. Est-ce qu'on en a un petit peu? Est-ce qu'on a un peu de temps ou pas? Ou est-ce qu'on va nous fermer la porte? Il y en a qui disent non, d'autres qui disent oui. Donc, Il y a les lumières qui Il y a des aficionados, effectivement. allez, au moins une question de la salle. Allez, Est-ce qu'il y en a une question? une question. Vous avez- Qui a tout compris? Levez le doigt. Alors, Ah, Il y en a bon, un il y qui a a une levé le question doigt. là. moi, je me sens moins idiot, ça veut dire que j'ai pas tout compris. Forcément. Ouais, c'est je me normal. sens un peu moins con. Mais c'est normal de ne pas tout comprendre. Hein. Ouais. Moi, j'ai mis 4 ans à tout comprendre. Et je n'ai pas tout compris, en fait. hein. La question, on se rend compte, moi j'en ai une question, on se rend compte quand même qu'il y a encore, comment dire, on est au début d'une aventure en fait. Une aventure qui a commencé pourtant dans les années 80, Ouais. mais on est au début d'une aventure, et il reste presque encore tout à faire, et peut-être que même on ne fera pas tout, c'est-à-dire qu'on n'ira pas au bout. C'est ce que vous disiez, peut-être qu'il n'y aura jamais d'ordinateur. On ne sait pas. Sauf que, Je pense que quand même, il y en aura. Ouais. sauf que, en fait, quand on regarde la liste des entreprises qui sont investies là-dedans et qui ont des moyens colossaux, on se dit que, bien sûr, ça va arriver, bien entendu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin de résoudre cette les problèmes pub- d'environnement? Est-ce qu'on a besoin d'améliorer la santé? Est-ce qu'on a besoin d'optimiser les systèmes d'information des entreprises? Peut-être que oui. Voilà. Oui. Peut-être que oui. Est-ce que, Ouais. la question qui se pose aussi, c'est l'impact aussi C'est ce qu'on est environnemental en de train cette techno? d'étudier. C'est ça le message qu'on voulait passer. Il y a plein d'applications possibles. Donc là, il faut étudier si cette accélération, ces nouvelles applications sont en phase aussi avec les nouveaux besoins en termes énergétiques, justement. Est-ce que ça nous permet aussi de faire tout ça avec, dans des conditions meilleures dans le cadre des communications, de l'information et de la communication? Oui. Moi, je pense qu'on peut faire quand même des jolies choses. Il ne faut pas avoir peur quand même des nouvelles technologies. Si sont fait bien et de façon responsable, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Je pense que les questions que vous vous êtes posées et qu'on se pose tous, que la communauté se pose, elles arrivent au bon moment. C'est-à-dire que la technique, on n'est pas au bout de cette techno. Il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui, les questions sécuritaires, éthiques, en fait, Éthiques tout ce que même, oui, oui. et environnementales. Il faut se poser les questions maintenant, effectivement. Quitte à, si les réponses ne sont pas satisfaisantes, à débrancher, quoi. grosso modo. Merci de votre attention. Vous avez été courageux. Hélène et c'est bien. Olivier, merci beaucoup. Encore une fois, comme je disais, je mentirais si je disais que j'ai tout compris, mais je me sens moins con tout d'un coup, donc à mon avis, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, c'était passionnant, vraiment. Et on se rend compte qu'on est en train de défricher quelque chose de... Enfin, on a le sentiment, moi j'avais le sentiment d'être dans la peau de celles et ceux qui étaient au début de l'informatique, tout simplement. Exactement, mais c'est ce qu'on vit tous les deux, hein. Ça, on est dedans. Vous avez de la Je chance. connais beaucoup de chercheurs en France, quelques-uns à l'étranger. Moi j'ai l'impression d'observer l'histoire en train de se faire. On Exactement. voit les meilleurs Moi, c'est l'impression savants, que j'ai eue. les meilleurs ingénieurs, des gens brillantissimes. Vraiment, il y a... Ça, c'est le petit Je message. vous invite Ça, à... non, c'est pas seulement pour nous. Mais merci beaucoup. Merci Et puis, à vous. quant à nous, je nous donne rendez-vous demain, même endroit, à partir de 10h. Voilà. Bonne soirée.